Nous allons plutôt parler du coup de la data au service de l'investissement responsable. Je vais laisser du coup votre interlocuteur se présenter et vous parler d'un peu de ce sujet. Ok. Bonsoir à tous. Je m'appelle Raphaël Ebalin et je travaille au sein d'AXA et d'une filiale d'AXA qui s'appelle AXA Investment Manager. Et ce soir, je vais vous parler de sujets data et de sujets investissement responsable. Pour commencer, je vais vous dire un peu d'où je viens. J'ai fait une vingtaine d'années dans la tech, à peu près à tous les postes, et j'ai démarré mes jobs à l'international. Je sais pas, comme vous peut-être, j'avais envie de bouger quand j'étais jeune, j'ai fait un VIE ou l'équivalent d'un VIE, et après je bossais aux US. Et j'ai eu la chance de bosser dans pas mal de pays, et notamment au début de ma carrière, j'ai beaucoup bougé. J'étais dans un job c'était de l'installation et de la mise en œuvre de data center où j'ai eu l'occasion de bouger. En gros, toutes les 2 semaines, j'étais dans un autre pays. J'ai dû faire. J'ai vu Hong Kong, j'ai vu le Costa Rica, j'ai vu l'Argentine, le Mexique, Taïwan, l'Arabie Saoudite. C'est un peu bizarre, l'Arabie Saoudite, mais ça se fait. Et, euh, et, euh, et donc voilà, toutes les 2 semaines, en gros, je prenais un avion et j'allais ailleurs. Et ce qui me frappe a posteriori, c'est que à aucun moment je me suis posé la question de mon empreinte carbone. Ça ne m'a absolument pas effleuré l'esprit pendant tout ce moment. J'ai dû faire, c'était il y a 15 ans, j'ai dû faire ça pendant 5 ans quand même. 5 ans, je peux vous dire que j'avais à peu près la Gold Card sur American Airlines, sur Air France, sur à peu près tout. Et à aucun moment, je me suis posé la question de est-ce que tout le kérosène que je faisais brûler avec tous ces voyages, ça posait un problème. Ça, voilà. C'était pas du tout dans l'air du temps. Et c'était même plutôt valorisant et valorisé le fait que je bouge, que voilà, où est-ce qu'il est, Raphaël? Ah, bah, il est là-bas, ok, très bien. Voilà. Et l'enjeu, hein, c'est bon, je ne vais pas vous parler de la situation de notre planète, mais l'enjeu de cette présentation et notre enjeu commun, hein, c'est d'arriver à ce que on puisse changer les mentalités autour autour de notre sensibilité par rapport à l'urgence climatique. Et donc, en 15 ans, on a fait du chemin, puisqu'on va voir hein, dans ce que je vais vous parler sur l'investissement responsable. On a commencé à mettre en place des frameworks, enfin donc des manières d'analyser un peu où est-ce qu'on met son argent, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de mettre l'argent là où on le met. Et donc voilà, ce soir, au-delà de l'investissement responsable, je pense que nous, on va parler de l'investissement responsable, mais en tant qu'individu, on est tous acteurs de ce changement. Et je pense que moi, j'ai arrêté de faire des voyages. Voilà, je reste chez moi. Mais c'est bien aussi. Hein, la France, c'est magnifique. Et puis, il y a plein de cultures qu'on peut croiser, même en restant sur Paris. Chacun peut faire son job. Voilà, donc je vais vous parler d'abord d'AXA IM. Hein, on est une filiale d'AXA. Donc AXA, vous connaissez ça via ses activités d'assurance. AXA IM, c'est un peu particulier. Donc, c'est la branche d'investissement d'AXA. Donc, AXA en propre a a un capital qu'il investit pour pouvoir gérer son risque et aussi mettre à profit les capitals qu'il a. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un investissement manager? On a donc des fonds. Donc, je ne sais pas si vous avez une assurance vie, ça vous parle, hein, mais voilà. Donc, quand vous avez une assurance vie, typiquement, vous placez au sein de ce véhicule fiscal de l'argent et que vous allez investir dans différents fonds, des fonds actions, des fonds obligations, etc. Donc, nous, notre job, c'est de créer ces produits-là, d'accord, qui après vont soit être à destination de vous, de moi, dans un cadre de banque qui va vous les proposer, soit ce sont des pays, voilà, des banques centrales, des banques qui nous confient leur argent pour une raison particulière et qui vont nous demander, voilà, mon argent, je veux le placer comme ça, avec telle contrainte, parce que voilà, je veux pouvoir me prévenir de tel risque, etc. Donc ils nous confient leur argent pour qu'on le place.
Ouais, on peut passer. Donc, allez, on va aller vite là-dessus. Donc, voilà, on a 1820 fonds. On peut y aller. Voilà, avec des fonds, des mandats. On va pas aller dans le détail, mais en gros, soit ce sont des acteurs privés, soit ce sont des acteurs voilà, institutionnels qui nous donnent leur argent. Et pour vous dire un peu, voilà, on peut y aller. Pour vous dire combien est-ce que voilà, quels sont les montants à peu près pour que ça vous parle ou que ça vous parle pas d'ailleurs, hein, parce que ça fait un peu tourner la tête. Voilà, bon, ça on est une entreprise globale. Ouais, donc si on passe au suivant, voilà, aujourd'hui, voilà, si encore, voilà, on a à peu près 800, enfin c'est des chiffres de 2020, mais ils n'ont pas beaucoup bougé. On a à peu près 850 billions, voilà, de capitaux sous gestion. Voilà. Donc des sommes considérables. Et notre enjeu, donc vous comprenez bien que des sujets comme la transition énergétique, il va falloir des sous. Okay, il va falloir des sous pour arriver à la financer. D'accord. Et donc en tant qu'acteurs investisseurs, hein, qui donc avons ces capitaux sous gestion et qui travaillons avec les sociétés qui nous les confient, on a un rôle à jouer pour faciliter cette mise à disposition de capitaux pour assurer une transition énergétique. D'accord. Et donc notre question à nous, ça va être de déterminer où est-ce qu'on peut placer l'argent qui nous est confié dans un but, d'accord, de faciliter non seulement la transition énergétique, mais aussi d'autres ambitions. Donc si on passe et qu'on regarde un petit peu quelles sont les ambitions qu'on va essayer de favoriser par les investissements qu'on va faire, ouais, en avançant. Ah, magnifique. Ben voilà, vous voyez, je suis en pénible. Voilà, donc il y a en 2015, hein, les Nations Unies ont mis en place une liste de 17 actions, d'accord, des actions autour de donc la fin de la pauvreté, autour de la fin dans le monde, gender inequality, etc. Donc des objectifs, d'accord, pour la planète qu'on classe en gros en trois grandes catégories. D'accord, une catégorie environnementale, hein, c'est celle dont je vous ai parlé surtout. C'est comment est-ce qu'on arrive à arrêter de polluer notre planète. Des objectifs sociaux, d'accord, des objectifs sociaux, gender equality, c'est un objectif social. Hein. Accès au healthcare, donc aux soins, c'est un autre objectif social. Et après des objectifs de gouvernance, hein, d'accord, donc typiquement comment est-ce que sont managées les sociétés dans lesquelles on va investir, d'accord, est-ce qu'il y a un process transparent de gouvernance et de gestion de leurs objectifs. Donc nous, notre job, d'accord, c'est d'arriver à donner de la transparence autour de nos investissements sur ces objectifs-là. Est-ce que les sociétés dans lesquelles on va investir, via nos mandats et nos fonds, est-ce qu'elles investissent pour permettre d'arriver à atteindre ces objectifs-là, ou est-ce qu'au contraire, on investit dans des sociétés qui vont potentiellement continuer ou aggraver la pollution de la planète, ou aggraver les inégalités sociales. Et donc à partir de ça, on va essayer de canaliser nos investissements vers des sociétés qui remplissent cette grille, ce cahier des charges d'objectifs, okay, d'objectifs durables. Et donc notre conviction, on n'est pas des philanthropes, hein, faut pas non plus, enfin, faut pas se tromper. On a des objectifs de rentabilité, ou du moins de faire aussi bien, sinon mieux que le marché, d'accord. Donc c'est pas un objectif philanthropique, c'est vraiment une conviction qu'une entreprise qui agit pour l'environnement, qui agit pour l'égalité des genres ou d'autres critères sociaux, aura plus de compétitivité, parce que forcément avec la transition énergétique, il va y avoir des marchés qui vont s'ouvrir, et ce sont ce genre de sociétés-là qui vont pouvoir y répondre, parce qu'une société qui traite bien ses employés, elle aura moins d'attrition, et donc elle va pouvoir les conserver, ça va les coûter moins cher, donc elle sera plus
elle sera plus compétitive. Donc nous, notre conviction, c'est que en ayant une capacité à identifier ces sociétés-là par rapport aux autres, ces sociétés-là, par leur gouvernance, par leur attention à ces sujets, va être mieux performée que le reste des sociétés sur le même marché, et donc que nos investisseurs vont bénéficier de notre capacité à identifier ces sociétés-là par rapport aux autres. D'accord ? Donc voilà, il y a une conviction que c'est comme ça qu'on va mieux faire notre job d'investisseur en ayant la capacité d'identifier ces sociétés-là. Donc, si on regarde un peu les piliers, je ne vais pas aller tous dans le détail, mais donc quand on parle de ESG, voilà un peu les thèmes derrière ces grands 3 piliers d'environnement, de social et de gouvernance. Voilà les grands sujets, donc les sujets de changement climatique, d'impact sur la biodiversité, d'impact sur les réserves naturelles en eau, sur les émissions toxiques, etc. Donc on ne va pas aller dans le détail de tous, mais c'est là que vous comprenez que derrière le vaste sujet de ESG, quand on va dans le détail, il y a beaucoup de critères. Et donc c'est là qu'on va gentiment passer à la deuxième partie de la présentation, qui est plutôt sur la data. Un sujet comme ça, ESG, ça demande énormément de données, d'accord, pour pouvoir évaluer par rapport à des centaines de milliers de sociétés sur lesquelles on pourrait investir, lesquelles ont un impact environnemental, social ou de gouvernance positif pour pouvoir canaliser nos investissements là-dedans. Donc on va bientôt arriver aux données. Donc voilà, aujourd'hui, on a un data lake, on ira un peu dans le détail de la techno derrière, mais ce data lake, il va falloir l'alimenter. Donc on a des sources de données, donc je ne sais pas si ça vous parle, du Bloomberg, du MSCI, du Trucost. Donc en gros, ce sont des fournisseurs de données de marché. Donc quand si je veux savoir quel est l'impact environnemental de Apple, il y a des sociétés qui peuvent m'aider à trouver des données autour de ces sociétés-là pour pouvoir les jauger sur cette grille ESG que j'ai posée. Donc beaucoup de données quotidiennement qu'on va venir récupérer de l'ensemble de ces sources et qu'après on va venir affiner. Donc je ne sais pas si vous avez déjà bossé dans la data. Ça demande en fait, à partir du moment où on commence à récupérer des données, à pouvoir les affiner, à pouvoir les travailler pour pouvoir faire in fine des scores sur lesquels on va pouvoir prendre la décision. Donc il y a tout un processus d'analyse, de corrélation, de nettoyage, de ces données-là, avec des données qui sont parfois des données qu'on appelle structurées, c'est-à-dire des données numériques, un tableau avec une feuille Excel et puis des colonnes, des lignes et des numéros dedans, c'est ce qu'on appelle données structurées. Quand par contre je récupère un texte qui est potentiellement le rapport annuel d'une entreprise, qui est un document PDF de 250 pages, ça c'est ce qu'on appelle une donnée non structurée. Et donc nous, notre job, ça va être sur ces données non structurées, d'arriver à pouvoir analyser aussi ces données-là via nos infrastructures de data pour pouvoir au final en sortir des éléments sur lesquels on peut prendre des décisions. Donc voilà, on va passer par tout un tas d'étapes qui vont nous permettre à la fin de pouvoir en sortir des scores. Et donc, sans aller dans le détail de ces éléments-là, en haut, vous avez tous les gens qui nous envoient des données. Et puis au milieu, vous avez ce qu'on appelle une data platform. D'accord ? Donc je ne sais pas si vous êtes intéressé de bosser dans la data. Voilà, avec le cloud, ça fait partie des sujets qui sont assez, sur lesquels il y a beaucoup d'évolution et de recrutement en ce moment, parce que de toute façon, on doit pouvoir... toute la prise de décision est dans tout ce qui est industrie financière, c'est quand même essentiellement de la prise de décision par rapport à la data. On a besoin de s'équiper avec des infrastructures de data platform qui vont nous permettre de pouvoir faire l'ensemble de ces calculs. D'accord. Et alors donc là, on peut aller. L'idée n'est pas d'aller dans le détail, mais en tout cas de parler de la structure de notre data platform. Donc on n'a pas fait le choix d'AWS comme mes copains avant. On a fait le choix d'Azure. En gros, AWS c'est 32% du marché, Azure c'est 22%. Donc voilà, ça vous donne des ordres de grandeur. Donc Azure, c'est la plateforme cloud de Microsoft
pour ceux qui connaissent. Et donc, au sein de Azure, on va pouvoir, grâce à donc la capacité du cloud, de pouvoir instancier des téras, voire des pétaoctets de données. Donc, ça nous donne accès à cette capacité de stockage sous-jacente, hein, qu'on peut faire évoluer par la flexibilité que nous donne le cloud. Et après, de pouvoir avoir donc des capacités de compute, hein, c'est-à-dire des ordinateurs qui tournent dessus. Et alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais en fonction des types de calculs qu'il faut faire, on va vouloir avoir des machines qui sont plus ou moins optimisées par ces calculs, des CPU, des GPU. Bon, on utilise d'ailleurs beaucoup d'éléments qui sont utilisés pour le jeu vidéo, donc des cartes graphiques, donc c'est de la GPU, qui sont aussi très, très optimisées pour certains types de calculs. D'accord. Et grâce à cette capacité de stockage et de compute qui nous est donnée par Azure, on va pouvoir faire donc ces étapes dont on parlait de nettoyage, de corrélation des données, qui vont nous permettre à la fin, donc avec voilà, un peu comme les médailles aux Jeux Olympiques, des étapes bronze, étapes silver, étapes gold, qui est un peu le standard de la data platform, hein, quelles que soient les sociétés dans lesquelles vous allez aller. Si vous faites de la data, vous allez retrouver ces concepts, hein, qui est bon, on ingère la donnée en bronze, et puis après on la fait passer par différentes étapes pour arriver à une donnée structurée gold sur laquelle on va pouvoir après faire du reporting. Et donc ça va nous permettre effectivement de pouvoir à la fin informer les gens qui donc gèrent nos portefeuilles sur l'intérêt ou pas d'investir dans une société en fonction de est-ce que ça va améliorer ou pas nos scores ESG sur nos investissements. Donc, bon, je pense que je vais, voilà, à vous de voir. J'ai encore quelques slides sur la partie data platform, mais je pense que je vais m'arrêter là, et puis si ça répond à certaines de vos questions, j'irai dessus. Est-ce que vous avez des questions soit sur la data, soit sur l'ESG? Ouais. Vous utilisez Azure, est-ce que vous utilisez maintenant OpenAI pour essayer de faire justement, quand on parlait de données non structurées, pour essayer de faire marcher maintenant l'intelligence générative sur des durées non structurées pour justement arriver à en extraire, on va dire, ouais. Alors, est-ce qu'on utilise OpenAI? Non. Est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle? Oui. Donc OpenAI, hein, c'est un type d'intelligence artificielle qui est particulièrement intéressant pour pouvoir faire de la reformulation de phrases, de la contextualisation, de pouvoir donc parler avec un utilisateur. Hein, c'est vraiment ça sur lequel OpenAI est puissant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, comme on l'a dit, faire de l'analyse de données non structurées pour pouvoir en tirer certains éléments. Et pour ça, on utilise du NLP, hein, donc des logiques de Natural Language Processing. Et on va utiliser effectivement des capacités d'Azure pour pouvoir faire du cognitive search essentiellement. Donc enfin plus sur de la modélisation que vraiment sur OpenAI, qui est un outil qui nous permet de parler avec nos utilisateurs et de reformuler et de recontextualiser des éléments utilisateurs. Donc en synthèse, OpenAI non, mais l'intelligence artificielle oui. Oui. Oui, du coup, comme vous parliez plutôt de l'intelligence artificielle, est-ce que vous utilisez finalement de l'apprentissage automatique, des modèles prédictifs finalement pour voir l'état aujourd'hui de votre portefeuille par rapport aux indicateurs ESG et leur suivi en fait dans le temps? Alors, sur le sujet donc de l'intelligence artificielle, on a aujourd'hui donc des différents types de portefeuilles, d'accord. On a des portefeuilles sur lesquels on a des géants qui prennent ces décisions, et ces décisions sont assistées par des optimisateurs qui eux utilisent ces modèles. Et après, on a d'autres types d'investissement de fonds sur lequel on a automatisé effectivement la chaîne, c'est-à-dire que les prises de décision se font avec un bout en bout, donc on va dire automatisé.
Et sur ces éléments-là, sur certains indicateurs, on va utiliser l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est encore basé sur une algorithmie qui est peut-être plus, qui est pas tant basée sur du deep learning, ce genre d'algorithmie, et plus sur de la statistique. En fait, en termes de compétences, on va dire, algorithmique et logiciel forte, c'est essentiellement de la statistique qu'on va utiliser et pas tant d'intelligence artificielle. Alors, excusez-moi, on est pressé par le temps, du coup. Mais je vous remercie, du coup, pour l'intervention. Merci à tous. Dans tous les cas, je sais qu'il y a d'autres questions. On peut vous retrouver, du coup, juste à côté. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour l'intervention.